Coucou YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un nouveau concept, enfin il n'est pas nouveau le concept, mais en tout cas sur ma chaîne il est nouveau, que donc j'inaugure aujourd'hui avec une première thématique qui va être les livres interdits. Alors donc le concept c'est l'iceberg. Alors c'est quoi l'iceberg? Vous l'avez peut-être vu si vous suivez certains youtubeurs, et notamment ça a été surtout popularisé par le youtubeur Feldup. Donc le principe de l'iceberg en fait c'est en rapport avec la métaphore de l'iceberg. La partie émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on voit, ce qu'on constate. La partie immergée de l'iceberg, c'est ce qu'on ne voit pas. Et en général, la partie immergée est beaucoup plus grosse que la partie émergée. C'est le principe de l'iceberg. Et donc, c'est un trompe-l'œil, voilà. Et donc, les youtubeurs reprennent cette thématique pour traiter d'une thématique et pour dire, ce qu'on voit, la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on connaît. C'est ce qui est soft relativement, et plus on va aller dans les profondeurs et plus on va aller vers des choses qu'on connaît moins et ou qui sont un peu plus sombres. Et donc du coup je vous montre une petite image où je l'ai mise, petite image de pour montrer un peu le principe de l'iceberg. Alors par contre oui, le niveau 1 c'est au-dessus, c'est que je suis pas douée, mais vous avez compris, la surface c'est le niveau 1, et en fait plus on va descendre et plus on va sombrer dans les profondeurs, et du coup j'ai mis 10 niveaux. Alors par contre j'ai enlevé le niveau 5 au final. Bon, vous allez comprendre petit à petit. C'était juste pour vous montrer l'iceberg, mais en vrai, on va faire les choses petit à petit, vous allez mieux comprendre. Donc, on va commencer ce petit iceberg donc par la surface. Et la surface, en fait, ce sont les livres interdits, censurés, dont on connaît la censure en fait. On le sait que ces livres, ils ont été interdits, ils sont c'est de notoriété publique. Ce sont des livres qu'on sait sulfureux d'une façon générale, ou en tout cas voilà, qui dénoncent des choses, et donc forcément ça crée des problèmes. Et donc on va commencer avec, alors il n'est pas le seul dans sa catégorie, j'ai oublié de vous préciser un truc aussi important, pardon, c'est que c'est une liste non exhaustive, évidemment. Non seulement je n'avais pas le temps et je n'aurai pas le temps dans le live d'exposer tous les livres qui ont été un jour censurés, interdits. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des livres un peu maudits, on va dire, etc. Salut Stéphane, salut Martine, j'espère que vous allez bien. Donc déjà ça, et puis aussi parce que ça va vous donner quelques exemples, et vous vous doutez bien que de toute façon tous les livres entrant un petit peu dans la même catégorie on subit plus ou moins la même censure, les mêmes interdictions, etc. Bref, donc on va commencer par un classique. Alors il y a quasiment que des classiques en réalité, mais bon. Un classique de la censure, bien sûr, et d'ailleurs c'est assez drôle puisque c'est un livre qui dénonce la censure. Il s'agit de 1984, évidemment, de George Orwell. Et oui, c'est très méta, c'est-à-dire que c'est un livre qui dénonce la pensée unique, le fait que les organismes de pouvoir et les médias, d'une façon générale, nous font apprendre des choses, nous enseignent des choses qui ne sont pas celles qu'elles devraient être, ou du moins minimisent certaines choses, ou en gros voilà, la guerre c'est la paix, la liberté c'est le travail, voilà quoi. L'interdiction des livres, etc., etc. Bref. Donc c'est un livre sur la censure, et c'est l'un des livres qui a été le plus censuré, parce que c'est une critique. Alors
En l'occurrence, c'est une critique, à la base, c'est une critique du stalinisme, hein, disons-le. Mais ça s'applique à énormément de dictatures, et ça s'applique notamment à parce qu'on peut dire que c'est une dictature, franchement, maintenant, à ce niveau-là, de Trump aux États-Unis, qui s'emploie autant que possible donc à censurer énormément de vocabulaire, hein, notamment dans les médias, et surtout dans les documents administratifs, évidemment, il a un pouvoir là-dessus. Et bon, il n'y a pas que ça, hein, mais voilà, en gros, ça s'applique, c'est une critique du totalitarisme, ça s'applique à toutes les dictatures, qu'elles soient communistes, je mets des gros guillemets parce que communisme n'ayant jamais été réellement appliqué, ou qu'elles soient fascistes. Et du coup, ça s'applique aussi aux autres livres du même style, hein, Le meilleur des mondes, Fahrenheit 451, etc. Voilà, et sachez que 1984 est toujours en partie censuré en Chine aussi, voilà, oui, forcément. Ensuite, alors désolée, je fais pas les synopsis, enfin si, j'ai un peu fait le synopsis, mais j'ai pas fait vraiment le synopsis, j'ai juste dit quelles étaient les thématiques. Je vais pas faire les synopsis à chaque fois des livres, je vais plutôt parler des thématiques des livres qui ont été problématiques. Voilà, je précise parce que sinon on n'en finirait pas. Évidemment, Lolita aussi, c'est un grand classique. C'est un grand classique qui voilà, qui dénonce, c'est pas qui est censé, qui dénonce la pédophilie. On suit quand même un homme qui tombe amoureux, je mets des gros guillemets, qui nourrit une obsession pour la fille de sa compagne. Paye ton inceste aussi, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de lien sanguin qu'il n'y a pas d'inceste, hein, voilà, l'inceste aussi, ça s'applique quand c'est un enfant adopté ou un enfant, l'enfant de sa compagne, de son compagnon. Coucou Malo, comment ça va ? Et du coup, ouais, voilà, en fait, le livre, il a failli ne jamais sortir parce que en fait, il était trop sulfureux, trop problématique. Les maisons d'édition en voulaient pas. Et au final, en fait, la première maison d'édition c'est assez rigolo quand même, qui a voulu de Lolita, c'était une maison d'édition en France qui s'appelait je sais pas si elle existe encore, je crois pas, qui s'appelait Olympia Press, et qui en fait avait pour ligne éditoriale, on va dire, de ne publier que des livres très très sulfureux, un peu porno chic même, hein. Et Nabokov, il le savait pas. Il le savait pas, mais n'empêche que il a été édité pour la première fois grâce à ça. Et en fait, la critique l'a suivi pendant longtemps. Alors, il a dû s'expliquer quelques fois, hein, pour dire que non, c'était pas l'apologie de la pédophilie, etc. Ça a été compliqué pour lui, et c'est sûr que quand le personnage principal et narrateur est un pédophile, c'est un peu compliqué de se détacher du truc et de comprendre que c'est une critique, en fait. Donc merci Karine, disparition après 1974 pour Olympia Press. Donc voilà, donc beaucoup de tabous, hein, dans ce livre, qui a fait qu'il a été longtemps censuré, même en France, hein. En France aussi il a été censuré, voilà, sachez-le, pendant plusieurs années. À chaque fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est juste par manque de temps, hein, je précise, parce que en plus j'ai toutes les notes et tout ça, mais ce serait trop long, je pense. Donc, American Psycho de Bret Easton et Ellis, évidemment. Donc, alors, lui, c'est un livre, il est sorti en 1991, hein, c'est vraiment un livre du début des années 90. Et vous le savez, voilà, la particularité de American Psycho, c'est que, encore comme dans Lolita, on est avec un narrateur problématique. Là, en l'occurrence, c'est un tueur en série.
qui est obsédé par l'image, en l'occurrence, et qui s'en prend principalement aux femmes, hein, d'ailleurs. C'est très, enfin, le livre n'est pas misogyne, mais le personnage est très, très misogyne, évidemment. Et du coup, voilà, à sa sortie, il y a eu un gros scandale, parce que c'est quand même, franchement, les passages sont non seulement ultra violents, mais très pornographiques, on va pas se mentir, hein, vraiment, c'est quand même assez cru. C'est vraiment de la violence très graphique, hein, dans American Psycho. Et du coup, en fait, il a eu beaucoup de mal à se faire éditer. Et en plus, donc après, il a réussi à trouver une édition, mais au moment où le roman est sorti, il a rencontré beaucoup de succès. Mais par contre, Bret Easton Ellis, il a dû prendre un garde du corps parce qu'il a reçu des menaces de mort. C'est un truc de fou. Et par contre, il a fait beaucoup moins de scandales dans les autres pays du monde, en fait. C'est vraiment aux États-Unis, c'est dire le puritanisme des Américains, hein, d'une façon générale. Et le dernier aussi très connu, alors là pareil, ça a fait un immense scandale international, ça a ouvert des énormes débats en l'occurrence, hein. C'est bien évidemment les versets sataniques de Salman Rushdie, qui donc Salman Rushdie qui a donc fait carrément l'objet d'une fatwa. Alors il faut savoir que donc c'est un livre qui se trouve être très critique de l'islam et très blasphématoire, notamment à propos du prophète. Moi non plus je l'ai pas lu. C'est vrai que jusqu'à présent je les avais tous lus. Celui-là non. Voilà. Il me fait un peu peur honnêtement, j'avoue. Mais alors voilà, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben il a reçu une fatwa sur la gueule, donc vraiment il y avait un avis de recherche et pour l'exécuter en fait, hein, c'était vraiment ça quoi. Donc il a été ultra protégé. Alors on a même dit que c'était l'homme le plus protégé d'Angleterre, et que c'était le plus protégé que lui, il n'y avait que la reine d'Angleterre en fait, voilà. Donc oui, littéralement l'homme le plus protégé d'Angleterre, hein, puisque dessus c'est une femme. Ah ouais, c'est vrai, tu le connais pas? Et du coup, en fait, ça a créé énormément de débats. Déjà avant même la fatwa, il y avait déjà des débats entre notamment les auteurs, dont certains soutenaient Rushdie, et d'autres carrément disaient que c'était trop blasphématoire, c'était trop problématique envers l'islam, etc. Ils se sont même posé la question de créer un délit de blasphème en fait qui en fait il y avait un délit de blasphème qui était limité à l'église anglicane et pas pour les autres religions, et en fait voilà, c'est posé la question, est-ce qu'on devrait instaurer un délit de blasphème pour les autres religions en fait, dont l'islam. Et voilà, donc il y a eu, et donc évidemment les soutiens de Rushdie, eux, disaient que c'était évidemment la liberté d'expression, voilà, que ça méritait pas tout le battage qu'il y avait autour. Et après, donc, il y a eu effectivement, donc c'est l'ayatollah, donc j'ai des notes, hein, parce que c'est l'ayatollah Rouhollah Khomeini, guide spirituel de la révolution islamique et du monde chiite iranien, qui donc a édicté une fatwa lançant un appel à tous les musulmans d'exécuter l'écrivain britannique. Voilà. Et donc ouais, voilà, il a dû se terrer en fait, il a dû se terrer, il a dû déménager 56 fois, on nous dit 56 fois pendant les 6 premiers mois suivant la fatwa. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même du truc quoi. C'était un truc de dingue. Et donc voilà, et donc ça a encore plus amplifié les débats autour de tout ça. Ça a été assez énorme. Donc voilà, donc parmi les soutiens, il y a notamment Tom Wolfe et Stephen King.
Et parmi les opposants donc à Rushdie, il y a John le Carré ou Roald Dahl. Voilà, c'est quand même... Et on a même eu... Alors, c'est un truc de ouf quand même, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Mais à l'époque... Donc, ah oui, c'est vrai que je vous ai pas donné les années. On est à la fin des années 80. Voilà, on est à la fin des années 80. Et à l'époque, on a quand même Jacques Chirac, qui était alors maire de Paris, qui a déclaré qu'il n'avait aucune estime pour Rushdie et qui lui a reproché de vouloir utiliser le blasphème pour se faire de l'argent. Et il y a le recteur de la grande mosquée de Paris qui a dit, n'ayant pas lu, bon là c'est un peu plus logique parce que c'est un musulman, mais qui a dit, n'ayant pas lu le livre, je ne peux que prendre une position de principe qui est de condamner toute atteinte à l'honneur et à la sainteté du prophète. Et c'est quand même un truc de ouf, Jacques Chirac. Quand on sait que quelques années plus tard, il a eu des propos, le bruit et l'odeur, tout ça. Et on se dit que, mais aujourd'hui, maintenant, on est dans l'après-attentat de Charlie Hebdo, hein, quand même, hein, précisons-le. Et en pleine montée de l'islamophobie, hein, vraiment, là, on est dans un gros climat islamophobe dans les médias et dans les organismes de pouvoir. Du coup, clairement, il n'y aurait plus débat aujourd'hui. En tout cas chez nous, en tout cas en France. Voilà, ce serait clairement, évidemment, tout le monde soutiendrait Rushdie, il n'y aurait pas de débat. Mais honnêtement, moi je comprends les débats. Alors évidemment, attention, la fatwa, non, ça c'est évidemment hors de question. En revanche, oui, je peux comprendre les débats par rapport à, voilà, est-ce qu'il faut... est-ce qu'on peut tout dire aussi, voilà. Mais évidemment, mon cœur va quand même du côté, même si vous savez, bon, je suis totalement anti-islamophobie, etc. Mais là, je dis bon, liberté d'expression dans un livre, ça reste une œuvre. Alors voilà, après ça dépend ce qu'il dit. Je sais pas, honnêtement, j'ai pas lu le livre, je peux pas me prononcer. Ça se trouve, il dit vraiment des grosses dingueries. Du genre, il faut que les musulmans crèvent, j'en sais rien, tu vois. Ce n'est pas ma phrase, ne clipez pas ça. mais voilà, quoi, on n'en sait rien, j'en sais rien. Donc je ne l'ai pas lu, je ne peux pas me prononcer, voilà. Donc je vous dis juste ce qu'il en est. Mais je me dis quand même, bon, il a peut-être dit pas mal de dingueries pour qu'il y ait quand même des auteurs assez connus qui lui disent calme-toi quand même. Enfin, t'aurais pu éviter, mec. Voilà. Putain. Bon bref, nous on a eu ça avec Mila. Bon, on a pas la... C'est pas la même érudition, hein. Putain. Oh, Mila, pour le coup, c'est vraiment une grosse facho, donc au final, ouais, en plus 700 pages. Franchement, j'avoue, je me sens... En fait, la seule raison pour laquelle je le lirais, j'aurais vraiment envie de le lire, ce serait pour ça, justement, pour savoir ce qu'il en est. Mais honnêtement, je suis pas sûre. Et puis, je suis même pas sûre vraiment de comprendre, en fait, ce qu'il raconte dedans. Donc, vraiment, je me sens pas à la hauteur de ça. Donc voilà, je reste sur les faits. Je ne me prononcerai pas. Bref, donc voilà pour la surface. Et maintenant, on va descendre en dessous de la surface. Et on va commencer avec un procès. Il s'agit du procès de Gustave Flaubert pour Madame Bovary. Et oui, parce que sachez-le, on est en 1857. Flaubert, qui est alors un inconnu total, hein, précisons-le aussi, c'était pas encore l'auteur qu'on connaît. Et on est sous le règne de... Enfin, le règne. On est sous Napoléon III, c'est pas un règne, parce que c'est pas un roi, mais vous m'avez comprise. Voilà... en janvier 1857 va se tenir donc le procès de Gustave Flaubert, qui comparait parce que son roman atteint la morale, enfin porte outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs. Voilà. Donc en gros, alors en fait
moi je l'ai pas lu, hein, Madame Bovary, donc pareil, je suis pas trop me prononcer. Mais en gros, il est accusé, donc c'est le procureur, c'est Ernest Pinard, l'accuse d'immoralité parce que l'héroïne, je cite, alors désolé ça spoil le roman, pardon, mais en même temps, bon, je pense que c'est un peu de notoriété publique aussi, mais l'héroïne meurt dans tout le prestige de sa jeunesse et de sa beauté sans que personne n'ait pu lui faire courber la tête. Donc rappelle que Madame Bovary, c'est l'histoire d'une femme qui s'ennuie dans sa banlieue parisienne avec son mari et qui, pour tromper l'ennui, va avoir des relations adultères notamment. Oui, je sais, il y a plein de gens qui m'ont dit que ça me plairait pas. Et du coup, bah en fait, en gros, si ça atteint la morale, c'est parce que elle fait des trucs que la morale réprouve et que à la fin, elle est pas punie pour ça. Et du coup, voilà, la petite anecdote amusante, entre guillemets, c'est que l'avocat de Flaubert, qui s'appelle Jules Sénard, il va plaider donc en mettant en avant pour mettre en avant la moralité du roman, il va dire en gros que ben, l'héroïne, elle est punie pour ses fautes puisqu'elle meurt. Voilà, et ça va marcher. Sauf que le truc, c'est que Gustave Flaubert, en fait, lui, en réalité, il est d'accord avec le procureur dans sa tête. Parce que lui, c'est ce qu'il dit là. Du coup, ça me donne un peu envie de le dire quand même. Mais pour lui, non, il a pas écrit son héroïne comme étant une pute, quoi. Enfin voilà, c'est pas comme étant une femme de mœurs légères qui commet des adultères, machin. Lui, non, il voulait vraiment faire passer un message par rapport, au travers de son héroïne, et c'était pas celui-là. Donc du coup, oui, techniquement, c'était une atteinte aux bonnes mœurs de l'époque. En fait, Flaubert était un peu subversif pour l'époque. Et voilà. Ouais, après, voilà, oui, c'est clair que c'est... Ben ouais, moi, alors, franchement, c'est vrai, c'est marrant parce qu'il y a vraiment les gens qui m'ont dit « Vas-y, c'est féministe » et d'autres qui m'ont dit « Oh là là, n'y va pas, tu vas pas aimer ». Il faudra quand même un jour que je le lise pour me faire mon propre avis. J'ai vraiment... Je pense... que c'est obligé, il faut. Voilà, quitte à ce que j'aime pas. C'est marrant, en plus, voilà, vous voyez, vous montrez un peu les opinions contraires. Donc oui, il faudra que je le lise. Donc voilà, pour la petite anecdote autour de Madame Bovary. Alors sachez aussi, pour finir, que Flaubert a été acquitté, mais que quand même, il y a eu quand même des coupures dans le roman, que ça a été très compliqué pour Flaubert, parce qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, quoi, et voilà. Donc voilà, c'est ça. Et alors sachez que la même année, toujours en 1857, a eu lieu globalement le même procès, mais d'un autre auteur cette fois. C'est ça qui est drôle quand même. Et c'est le procès de Charles Baudelaire pour les Fleurs du Mal. Voilà. Donc là on est quelques mois plus tard, hein, on est en juillet, et donc donc le parquet va être saisi pour outrage à la morale publique et offense à la morale religieuse. Et on est encore avec notre procureur Ernest Pinard. Alors super, il a un super nom quand même, Ernest Pinard, hein, j'avoue que là... Donc voilà, encore une fois, Laurent à dire non, c'est pas possible, c'est un scandale. Alors celui-là je l'ai lu pour le coup, hein, Les Fleurs du Mal. Mais bon, alors cette fois c'est un autre avocat. Bon visiblement Baudelaire il avait un moins bon avocat que Baudelaire, que Flaubert, pardon, puisque cette fois lui il n'a pas été acquitté, il a été condamné. Alors il a dû payer une amende et le livre a été interdit pendant un bon moment, hein. Jusqu'à quand? Ah voilà. Putain. La condamnation, elle a été annulée en 1949. Donc presque 100 ans plus tard. C'est un truc de malade quand même, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte.
Donc voilà, ouais, toujours là, celui-là, toujours dans les bons culs, j'allais dire. Le lapsus est pas mal, hein. Bon, en vrai, c'est... Écoutez, ce que vous voulez que je vous dise. Mais non, toujours dans les bons coups, Baudelaire, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, écoutez, bon, pas plus d'anecdotes sur les fleurs du mal, mais c'est assez marrant que Flaubert et Baudelaire aient été en procès la même année, quoi. Bon, l'un a été acquitté, mais pas l'autre. Bah, faut dire, les fleurs du mal, c'est un peu plus, je pense. Alors, c'est vrai, j'ai pas lu Madame Bovary, mais je pense que les fleurs du mal, c'est quand même un peu plus hardcore que Madame Bovary, on va pas se mentir. Donc voilà, c'était un émo, un gothique avant l'heure, hein, Baudelaire, hein, c'est vraiment... Voilà, ensuite, on passe à un roman que je ne lirai jamais. C'est vraiment, je pense, le summum du roman que je n'ai pas envie de lire, c'est Ulysse de... Alors, non, peut-être pas le summum parce qu'il n'est pas problématique. Le summum, ça serait, je sais pas moi, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête de roman pavé qui en plus est problématique. Mais en tout cas, Ulysse de James Joyce, qui fait, attendez, 1664 pages. Vache, ça pique. 1664 pages des pérégrinations. Ouais. Des pérégrinations, après ça doit dépendre des éditions aussi, hein, d'un Irlandais, enfin d'un homme en tout cas, je sais pas s'il est irlandais, mais en tout cas à Dublin, quoi, dans la ville de Dublin, voilà, qui va... ça va être tout en... Voilà, c'est un monologue intérieur qui va passer par divers sujets. Alors je ne doute pas, oui, ça parle aussi de la situation de l'Irlande d'ailleurs, je ne doute pas que ce soit intéressant, hein, mais ouais, honnêtement, s'il avait eu une taille raisonnable, à la limite par curiosité. Mais là, j'avoue que la thématique me transcende pas de fou. Donc, voilà. Bon, mais pourquoi il est là ? Me direz-vous que s'est-il passé, globalement ? Bon, alors en fait, il a suscité la controverse parce qu'il y a une plainte qui a été déposée par la New York Society for the Suppression of Vice. Donc la société new-yorkaise pour la suppression du vice, ça veut tout dire, qui a jugé le livre obscène et le livre va être interdit aux États-Unis. Alors il est sorti en 1922 dans son intégralité. En fait, il a d'abord été publié sous forme de feuilleton dans un magazine. Donc il est sorti en 1922 et il a été interdit jusqu'en 1934. Et même après son interdiction, il a encore fait l'objet de polémiques. Donc voilà. Alors après, j'ai pas spécialement d'anecdotes par rapport à ça. Mais voilà, sachez que derrière ce résumé qui finalement semble ne pas payer de mine, quoi, enfin, en tout cas, ne pas parler de trucs obscènes, et ben ça parle de trucs obscènes. Bon, ça parle de sexe, quoi, voilà, globalement, évidemment, j'imagine qu'il doit y avoir des scènes un peu explicites, et alors les Américains, c'est toujours, de toute façon c'est simple, hein, là, des hommes, alors les censures, c'est souvent quand même des religieux, hein, c'est vraiment, on va pas se mentir, ou des régimes politiques. Voilà, ce soit les religions, soit les politiques. Bon, vous allez le voir d'ailleurs après. Voilà. Ensuite, on a l'attrape-cœur de Salinger. Alors, là, bah, c'est pareil, hein, typiquement, ça a été... Alors, dans les années 80, il avait la particularité d'être le livre le plus souvent censuré aux États-Unis. On est encore aux États-Unis, hein, bien sûr, évidemment. Et malgré tout, voilà, c'est très drôle parce que
Le paradoxe, c'est que c'est le livre le plus souvent censuré du pays et en même temps, c'est le deuxième roman le plus enseigné dans les écoles publiques. Voilà. Précise, publiques. Évidemment, ils n'enseignent pas ça dans les écoles chrétiennes du pays, quoi. Donc voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, ça parle de prostitution, de sexualité, de consommation d'alcool chez les mineurs. Et du coup, ben voilà, il a été notamment critiqué par un organisme qui s'appelle, attention, Focus on the Family. Alors vous savez que dès qu'on nous dit protéger les enfants, protéger la famille, vous savez forcément que c'est un truc conservateur. Salut Aurore, comment ça va ? Tu l'as pas aimé l'attrape-cœur? Alors moi celui-là je l'ai pas lu et j'ai pas envie de le lire pour le coup. Mais voilà, donc un groupe américain conservateur évidemment qui parle de langage offensant, sexuellement explicite, inadapté à la tranche d'âge. Et du coup ça a été la première censure qu'il a subie, donc il est sorti en 1951, la première censure ça a été en 1960. Et ensuite, bon, ça a duré pendant quelques décennies. Hein. Voilà. Oui, moi non plus, j'ai pas du tout envie de le lire pour le coup. Alors là, et c'est pas parce qu'il est offensant. Contraire, limite, ça me. Ah, t'en as pas. Et c'est marrant. Parce que c'est quand même ouf, parce que c'est quand même un livre. Je pense que c'est l'un des livres qui revient le plus souvent dans les tops, les listes, les machins, là, des 100 meilleurs livres, tout ça. C'est un livre qui est énormément cité. Et pourtant, j'entends toujours les gens dire « Ah non, moi j'ai pas aimé ». Comment ça se fait? Quelle est cette sorcellerie? Qui sont les gens qui ont aimé ce livre? Finalement. C'est très étrange, mais bon. Ensuite, on a... Et oui, évidemment, Harry Potter, évidemment, la saga Harry Potter. Alors maintenant, elle est boycottée, pas pour les mêmes raisons, mais elle n'est pas censurée, évidemment. Par contre, oui, voilà, encore une fois, on est toujours avec des groupes religieux conservateurs américains qui nous ont dit, alors là, c'est pas parce que c'est sexuel, non, c'est parce que c'est sataniste. Voilà, évidemment, alors sataniste. On nous dit aussi que c'est anti-famille. Je cherche alors oui, peut-être par rapport au fait que Harry Potter il soit dans une famille horrible, tout ça, mais bon, on a quand même la famille Weasley qui est super représentée, enfin bon, ouais, pas vraiment de discours anti-famille dans Harry Potter, mais bon, admettons. Et aussi violence. Oui, parce que c'est extrêmement violent Harry Potter. Il y a des gens qui meurent certes, mais bon... Voilà quoi, c'est pas American Psycho non plus. Bon après c'est sûr que c'est un livre pour enfants, on peut comprendre que machin, mais quand même quoi. Calmez-vous hein, calmez-vous quand même. Hein. Disney c'est limite plus violent que qu'Harry Potter quoi. Bref. Donc voilà, mais on retiendra quand même le fameux satanisme. Et c'est quoi le dernier que j'ai mis? Je m'en souviens plus. Ah oui, ah bah oui. Oui, bien sûr, oui. Alors, là en fait, il s'agit, donc là ça remonte à beaucoup plus loin pour le coup. L'index Librorum Prohibitorum, c'est en fait un livre qui recense, enfin un genre de catalogue, qui recense tous les livres que les catholiques ne sont pas autorisés à lire. Voilà, sachez-le. C'est super. Youpi. Donc ça a commencé au XVIe siècle, hein. Voilà. Et la dernière édition en date, c'est quand même ce qui nous intéresse, parce que bon, au XVIe siècle, bon, on se doute que voilà. La dernière édition date de 1948. Bon, c'est quand même assez vieux, mais on est quand même au XXe siècle. Ouais. Et donc la dernière édition contient 4000 titres indexés et répertoriés
répertoriés sous des motifs divers, donc hérésie, immoralité, licence sexuelle, théorie politique subversive, etc., etc. Et donc on trouve, je ne vais pas citer tous les auteurs là, mais on trouve notamment donc des philosophes des Lumières, philosophes et écrivains des Lumières comme Montaigne, Diderot, Rousseau, Descartes, Montesquieu, Voltaire et j'en passe, Balzac aussi. On trouve des auteurs un peu plus récents comme André Gide. On trouve beaucoup de philosophes aussi plus récents, mais très connus, comme Spinoza, Descartes, Nietzsche, Schopenhauer, Kant. Voilà, le Marquis de Sade, j'ai envie de dire logique. Mais voilà, c'est tout un panel très éclectique, et même notamment des personnes qui ne sont pas athées, qui croient en Dieu et tout, mais non, c'est pas bien quand même, voilà. Alors par contre, il y a des petits paradoxes, comme par exemple le fait que Darwin n'y ait jamais été indiqué dans l'index. Pourquoi ? Parce que en fait, personne ne s'est soucié de le dénoncer. Voilà. En fait, il partait du principe que de toute façon... Je pense que Darwin, c'était tellement le truc... Genre, non, mais de toute façon, Darwin, pour eux, c'est comme nous dire la Terre est plate, quoi. Voilà, pour eux, c'est tellement... c'est tellement pas crédible, le darwinisme, que aucun catholique digne de ce nom va avoir l'idée de lire ça, quoi. Voilà, c'est vraiment le truc. C'est assez drôle. Mais voilà. Donc je voulais vous parler de ce petit index que moi je ne connaissais pas. Voilà. Alors évidemment il y a Karl Marx aussi dedans. Qui est étonné, qui est étonné qu'il y ait Karl Marx dedans. Voilà. Mais il n'y a pas Hitler. Qui est étonné aussi. Bon. Bref, voilà pour ce petit index. Donc ensuite, on va passer à... Donc là, on était sur la censure, oui, j'ai oublié de préciser, en plus, sous la surface, c'était la censure religieuse. Voilà, j'ai oublié de le préciser, pardon. Et on va passer à la censure politique. Donc là, ça va être un petit peu plus tard, parce que la censure religieuse, en fait, on va dire, c'est limite un peu... Enfin, c'est pas rigolo, mais disons que ça... En fait, ça va être interdit, ça va être dénoncé par la morale, ça va être interdit dans certaines écoles, des écoles notamment privées, catho, etc. Protestantes d'ailleurs aussi aux États-Unis, c'est surtout très protestant, mais voilà, vous m'avez comprise, chrétienne. Là, on va être sur des trucs plus compliqués, parce que là, ce sont carrément des livres qui ont été interdits dans des pays entiers. Voilà. Pour des raisons uniquement politiques. Et donc, bon, évidemment, on va commencer par tout ce qui est critique du régime soviétique. Voilà. Donc, à commencer... Alors, on aurait pu citer 1984, mais c'est encore... Finalement, 1984, il a pu été censuré aux États-Unis... Quand il a été censuré je crois qu'il a été quand même censuré à sa sortie en URSS, mais c'est pas le pire en fait. Bon, on peut citer des livres comme Le Docteur Jivago, qui est vraiment une critique du stalinisme, de Pasternak. Alors je vais pas m'étaler dessus. On peut citer aussi Le Zéro et l'Infini de Arthur Koestler. Mais surtout, évidemment, le spécialiste dans la critique du régime soviétique, c'est évidemment Solzhenitsyn, qui était donc un immense détracteur du communisme, du soviétisme, et donc qui a notamment... c'est vrai, c'est pas l'archipel du Goulag que j'ai mis, parce que le premier, ça a été d'abord Une journée d'Ivan Denisovitch. Mais effectivement, l'archipel du Goulag, ça rentre aussi dedans. Voilà. Donc, à la base, c'était Une journée d'Ivan Denisovitch, parce que
Il dénonçait donc les conditions de vie dans les goulags, soviétiques au début des années 50. Donc, puisqu'on va suivre en fait un prisonnier qui s'appelle donc, vous l'aurez deviné, Ivan Denisovitch. Donc on va le suivre au cours d'une journée. Le roman, il est paru en URSS en 1962. Et sachant qu'en 62, on était quand même après Staline, on était dans un contexte où on avait les soviétiques avaient la gueule de bois, hein, clairement, voilà, et donc on était dans un contexte de déstalinisation, hein, vraiment, on voulait sortir de ça, mais malgré tout, ça a été compliqué, voilà, ça a été compliqué d'accepter ça, et donc je dis que la parution du roman en URSS c'était en 62, attention, c'est pas la première parution du roman, il a été interdit en URSS quand il est sorti, donc en 1950, voilà. Enfin non, il n'est pas sorti en 1950, pardon. Il a commencé à l'écrire en 1950. Et en fait, du coup, voilà, il a été directement censuré en URSS. Et au final... il a été après voilà, il a pu être traduit dans d'autres langues et bon ça en fait ce qui se passe avec Solzhenitsyn c'est qu'effectivement ça a fait l'effet d'une bombe parce que ça a fait partie aussi de comment ça a alimenté on va dire la guerre froide aussi hein, puisque tout le monde s'est alors rendu compte de ce qui était en particulier le stalinisme, précisons-le quand même hein, c'était vraiment le stalinisme hein, les goulags et tout ça. Mais tout le monde s'est rendu compte des travers, on va dire, du régime soviétique qui était quand même présenté comme un modèle pour certains. Et d'ailleurs, ça a été, en vrai, il y a eu des bonnes choses, genre pas sous Staline, hein, mais dans certains pays de l'Union soviétique, il y a eu des avancées, il y a eu beaucoup d'avancées sociales, etc. Mais voilà, et donc Solzhenitsyn, lui, complètement anticommunisme, voilà. Et ça a été une grosse bombe à cette époque-là. Voilà pour celui-ci. Et du coup, alors après, ce que je vais citer, c'est pas un livre en particulier, c'est évidemment, parce que là j'ai parlé de la critique du régime communiste, du régime soviétique, mais évidemment, il y a eu aussi les nazis. Voilà, et donc les autodafés nazis, on est obligé d'en parler, hein, bien sûr, qui ont eu lieu dans les années 30, hein, globalement, ouais, c'est ça. En particulier en 1933, il y a eu une énorme vague d'autodafés. Alors qu'est-ce qu'un autodafé ? C'est tout simplement le fait de brûler des livres pour des raisons politiques. Donc là je vous ai mis une photo soft entre guillemets parce que honnêtement les photos on voyait des saluts nazis et tout, je me suis dit bon on va éviter de se faire bannir de Twitch, hein, voilà. Mais du coup donc on peut citer parmi les auteurs qui ont été brûlés, alors sachez que certains auteurs, pas forcément connus, hein, mais certains auteurs ont même été exécutés, donc on est au-delà de juste cramer des livres, hein. Mais on a eu parmi les auteurs dont les livres ont été brûlés, on a eu, alors Gide encore lui, hein, André Gide, Marcel Proust, on a eu Ernest Hemingway, on a eu Jack London, on a eu évidemment Lénine, Trotsky, alors évidemment les soviétiques encore plus. On a eu Stefan Zweig aussi, et Stefan Zweig d'ailleurs, la petite anecdote que moi j'ignorais, voilà, je l'ai appris. Et donc Stefan Zweig, peut-être que vous savez qui s'est suicidé. Hein. Il s'est suicidé en 1942. Alors Stefan Zweig, suite justement à l'apogée du troisième, à l'apogée du Troisième Reich, Stefan Zweig est parti aux États-Unis. Le problème, c'est que il a migré aux États-Unis et le problème, c'est que la guerre l'a rattrapé en fait, puisque les États-Unis ont commencé à s'engager dans cette guerre
Et en fait, Stefan Zweig était totalement désespéré de la tournure que prenait le monde, hein, c'est-à-dire du fait que les nazis semblaient sur le point de gagner, hein, clairement en 1942, c'était vraiment, là on était vraiment au summum de la puissance du pouvoir nazi, hein, voilà, hein, donc on était en plein dans les camps de concentration, etc., et d'extermination, la solution finale. Et rien ne semblait les arrêter. Et donc Stefan Zweig était tellement désespéré de voir ce monde-là qu'il a mis fin à ses jours. C'est quand même un truc de fou. Et tu te dis, il met fin à ses jours, alors que 3 ans, il aurait attendu 3 ans, peu chérette. Ben, bon. Évidemment que le monde n'est pas mieux aujourd'hui, mais il aurait attendu juste 3 ans. Il y aurait eu la libération, les nazis étaient défaits et peut-être qu'ils seraient pas morts, quoi. C'est un truc de fou quand même quand ils pensent. Voilà, je sais pas, c'est un peu la fin de... Non merde, j'allais spoiler un film. J'allais spoiler un film, pardon. Mais voilà, en tout cas, c'est triste, quoi, cette histoire. Je sais pas si vous la connaissiez, l'histoire de la fin de Stefan Zweig, mais voilà. Donc voilà pour les autodafés. Et voilà pour les censeurs. Voilà, j'ai fait très succinct. Hein. Ouais, t'as vu, c'est... Oui, tout à fait, Malo, il s'est suicidé avec sa femme, qui était malade d'ailleurs. Enfin, ouais, je sais plus qu'elle avait la tuberculose, je sais plus exactement. Mais elle était malade et justement, il voyait un petit peu aussi dépérir sa femme. Et, bon, ça jouait aussi pas mal sur son moral. Hein. Et en fait, c'est sa femme qui a choisi de mourir avec lui. Voilà. Et, moi, j'imagine pas la vie sans toi. C'est tellement triste. C'est tellement triste. Alors qu'il suffisait de 23 ans. Bref. Voilà. C'est comme ça. C'était un génie, le gars, en plus. Hein. Enfin bon, même si c'était pas un génie, c'est triste quand même. Hein. Précisons-le quand même. Et donc on atteint on atteint les abysses. Ben oui, bien sûr, Karine, oui, mais je sais. Non, mais ça, j'ai bien compris. Je dis juste que s'il avait su, évidemment qu'il se serait pas suicidé. C'est juste que c'est l'ironie du sort que, en fait, tu te dis merde, parce que il s'est suicidé en pensant que l'Allemagne, c'est même pas tant le temps de la guerre, c'est surtout qu'il pensait que l'Allemagne allait gagner, en fait, tout simplement. Il s'est suicidé en pensant que les nazis allaient gagner, allaient dominer le monde et qu'on vivrait sous une dictature avec tous les juifs, les homosexuels, les opposants politiques, etc., les communistes littéralement assassinés, quoi. Bon, bah, c'est clair que c'est pas une perspective de vie très enviable. Et en fait, voilà, pour lui, le monde était foutu. Alors qu'en fait, 3 ans plus tard, le monde était libéré, quoi. Et c'est ça qui est triste, c'est vraiment l'ironie du sort de se dire, mais merde, putain, si seulement il s'était pas suicidé, s'il avait pris son mal en patience, j'en sais rien, évidemment qu'il pouvait pas savoir, mais voilà, quoi, c'est vraiment, tu te dis, merde, si ça se trouve, il aurait été sauvé, il serait pas mort, quoi. C'est terrible de se dire ça, quoi. Donc voilà. Donc les abysses, on va parler des livres maudits. Des livres maudits sur lesquels il y a des légendes en fait particulières, des trucs comme ça, quoi. Et on va être vraiment dans les trucs un peu plus dark pour le coup. Donc là, franchement, moi j'en connaissais qu'un seul. Je vais parler de 4 livres. J'en connaissais qu'un seul. Non, j'en connaissais 2 sur les 4 pardon, mais je connaissais pas toute l'histoire en fait. Voilà. Donc, le premier, qui est quand même très connu, c'est le Necronomicon,
qui, alors rappelle que le Necronomicon, c'est pas un vrai livre en fait, hein, c'est un livre inventé par Lovecraft. Alors, je sais pas si vous, comme moi, vous avez découvert des livres, des mises en abîme en fait, des livres qui parlaient de livres et que vous avez, vous vous êtes dit, ce livre, il existe forcément. Voilà, moi vraiment, il y a eu des moments où je croyais tellement à ce que l'auteur me racontait que j'avais l'impression que le livre, il existait vraiment. Bisous Malo, bonne soirée, merci d'être passé. Par exemple, dans le Maître du Haut-Château, vous savez, le livre écrit par l'oracle, là, enfin, c'est le livre, en fait, c'est le livre autour duquel tout tourne, en fait, on a vraiment l'impression que c'est un livre réel, quoi, alors en fait, pas du tout. Pareil, dans la plus secrète mémoire des hommes, là, le labyrinthe de l'inhumain. Le labyrinthe de l'inhumain, j'avais tellement envie qu'il existe, ce livre. Vraiment, c'est le truc, il a tellement bien décrit le truc, t'as l'impression que le livre existe vraiment, que l'auteur existe vraiment, T.C. Eliman, je me rappelle encore. Là c'est un peu pareil, voilà, pour les gens qui ont lu Lovecraft, il y a des gens qui se sont vraiment mis à penser que le Necronomicon existait vraiment, alors qu'en fait voilà, Lovecraft lui-même a dit non mais c'est moi qui l'ai inventé, hein. Mais en fait il y a eu toute une psychose collective, on va dire, je sais pas comment on peut dire ça, qui a fait que les gens se sont vraiment mis à y croire. Et du coup en fait il y a carrément d'autres auteurs qui ont commencé à mentionner le livre, etc. Et du coup voilà, on est parti sur un truc un peu comme un effet Mandela finalement, hein. C'est un peu le même délire. Et du coup, au final, il a vraiment été publié. Alors, je sais pas ce qu'il y a dedans d'ailleurs, hein, parce que moi, j'y connais rien. Je suis une quiche en Lovecraft. Hein, j'ai jamais lu et voilà. Et au final, c'est devenu, voilà, il a vraiment été édité. Et le truc, c'est que ça a été plus ou moins un canular, parce que évidemment, c'était pas le vrai Necronomicon, hein, qui n'existe pas, rappelons-le. Mais voilà, donc c'est intéressant quand même cette espèce de mythe qui veut que voilà, les gens se sont vraiment persuadés, et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment des gens qui croient. D'ailleurs, il a été édité, donc quelque part il existe, mais bon, c'est pas le vrai Necronomicon. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai pas envie parce que lui, il fera partie des écrivains de l'iceberg, des écrivains problématiques. Hein, je vous le dis, je vous le dis clairement. Mais voilà. Donc ça a été, c'est vraiment très très intéressant. Donc alors voilà, et donc on est carrément parti sur une théorie du complot qui dit que Lovecraft aurait gardé en fait ses connaissances secrètes en raison de dangers présumés, mais il a laissé filtrer quand même des informations, etc. Donc il y a vraiment eu un complot qui s'est créé autour de ça, que en fait le gars il a fait style non je l'ai inventé, alors qu'en fait il existe vraiment. Enfin voilà, c'est trop drôle quoi, vraiment c'est incroyable cette histoire, alors qu'on parle quand même juste d'un faux bouquin, quoi, enfin d'un bouquin fictif. On parle juste d'un livre fictif et les gens sont ouf. Donc voilà, grosse théorie du complot autour de ce fameux Necronomicon. Alors, plus intéressant aussi, c'est ce livre-là, qui pour le coup existe vraiment, qui s'appelle le Codex Gigas, donc codex géant, quoi, hein, globalement, qui donc lui, alors voilà, lui a une grosse légende qui pèse sur ce livre immense, qui en fait, donc la légende, c'est que l'auteur du codex, donc on ne sait pas qui mais on nous dit, voilà, la légende voudrait que ce soit un moine qui aurait rompu les vœux monastiques et aurait été condamné à être emmuré vivant. Et pour échapper à cette punition, il aurait globalement donné son âme au diable, hein, en fait, voilà. Et en fait, il va adresser une prière à Lucifer,
Non, en fait, il a d'abord, pardon, avant ça, il a d'abord promis, pour éviter la punition, il a promis, donc j'imagine, aux moines, aux autres moines, quoi, qu'il allait écrire en une seule nuit un livre qui couvre toutes les connaissances humaines, ce qui vaudrait au monastère la célébrité à tout jamais. Sauf que c'est un petit peu compliqué. Voilà, à minuit, il s'est dit bon, ça, voilà, toutes les connaissances humaines, bon, j'ai un peu trop, j'ai maxé un peu là, j'ai été un peu présomptueux. Bon, Lucifer, excuse-moi, est-ce que tu peux, voilà, je te file mon âme. En échange, tu peux me faire ça, petit service. Et donc, Lucifer donc, a accepté. Et du coup, en signe de reconnaissance, le moine a ajouté le portrait du diable qu'on voit sur la photo là. Voilà. Donc c'était la petite légende du moine qui a vendu son âme au diable pour créer ce codex qui en fait, bah, c'est une genre de bible géante. Et le truc, voilà, sa particularité, c'est d'avoir cette enluminure de diable là comme ça, effectivement. Ça trigger tout le monde, ce truc-là. Donc, il mesure 90 cm de haut sur 50 cm de large et 22 cm d'épaisseur. Vous imaginez le machin à lire? Putain, c'est pas le truc que tu peux prendre avec toi dans les transports. Imaginez le truc. Désolé. C'est ma petite lecture du moment. Voilà. Bon, bah, petite semaine pour lire ça, ça va. Ça passe. Donc reliure en cuir de veau avec des décorations en métal. Bon voilà. Et on nous dit que la calligraphie, donc le volume est rédigé en latin et la calligraphie est l'œuvre d'un seul scribe quand même. Hein. Donc c'est un mec qui a écrit tout ça. C'est voilà. C'est un truc de ouf quand même. Et alors sachez qu'en plus, bon voilà, pour bien rajouter à la légende, tout ça, il y a eu un incendie. Donc il était entreposé dans la bibliothèque royale de Suède et il y a eu un incendie au château royal, violent incendie en 1697 et le livre a échappé à l'incendie quand même. En fait le livre a été sauvé des flammes, on ne sait pas par qui d'ailleurs, en étant jeté par une fenêtre. Et alors ce qui est marrant c'est que on nous dit le codex il est tombé sur un passant et il l'a blessé. Tu m'étonnes, tu reçois un truc comme ça sur la gueule. M'étonne qu'il soit pas mort même. Donc voilà. Bon voilà, c'est super intéressant. Moi, je connaissais pas l'histoire de ce livre. Voilà. Donc c'est une bible, hein. Je précise, c'est vraiment juste une bible en vrai, hein, mais voilà. Oui, je pense que là, pour transporter le machin là, faut un semi-remorque, hein. Faut un diable. Jeu de mots. Voilà. C'est tout pour moi. Allez, ensuite. Alors, le suivant. Oh putain. J'ai kiffé. Le suivant, j'ai kiffé. Kim qui fait semblant de rire à ma blague. J'en peux plus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bizarrerie? Eh ben, en fait... C'est un poème japonais qui s'appelle L'enfer de Tomino. Voilà, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Putain, moi j'ai découvert ça, je fais my gosh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, donc c'est un poète qui s'appelle Saizo Yaso. Saizo Yaso, oui c'est ça. Donc qui au début du XXe siècle, alors il date de quand ce poème? 1919 je crois. J'ai vu ça quelque part, mais je sens que c'est 1919. Donc, c'est pas un livre, c'est pas un livre en tant que tel, c'est un poème. Mais bon, ça reste de la littérature, donc je l'ai mis. Donc, c'est un poème qui parle de la punition d'un jeune garçon qui s'appelle Tomino, qui aurait commis des actes répréhensibles et qui va les payer en étant condamné à vivre les tourments de l'enfer. Donc ça fait référence à l'enfer bouddhiste où les âmes sont emprisonnées pour l'éternité. Et dans le poème, en fait, on nous dit que les sœurs de Tomino souffrent énormément à cause de Tomino.
Bon voilà, après ça parle un petit peu, voilà. On va pas décrire tout le poème. Et en fait, il se trouve que l'auteur du poème, donc Saizo, l'a écrit à la suite de la mort de sa... On sait pas trop, soit de la mort de sa sœur, soit de son père, c'est ce qui se dit. Et donc, en fait, ça serait une métaphore, donc le voyage en enfer serait une métaphore de sa détresse et de sa culpabilité. Voilà. Bon, là, vous allez me dire, oui, bon, d'accord, ok, super, il n'y a rien d'intéressant dans ce poème, quoi. Enfin, c'est pas... Voilà, c'est mignon, mais bon. Et en fait, la légende voudrait que celui qui lit ce poème meurt. Voilà. Donc en fait, alors voilà, plus précisément, si vous lisez ce poème à haute voix, vous serez victime d'un terrible accident. Donc c'est une malédiction qui guette les imprudents qui veulent tenter la légende et les esprits en récitant à haute voix. Voilà, est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose, cette histoire quand même? Est-ce que ça vous rappelle pas un certain film qui est tiré d'un certain livre? Parce que moi, oui. Sauf que c'est pas un poème, c'est une vidéo. c'est une vidéo maudite. Voilà. Alors, le poème, il est juste en dessous. J'ai pas osé le lire. Enfin, si, en vrai, j'aurais pu le lire. Il suffit de pas le lire à voix haute. Est-ce que je vous le lis? Non, je rigole. Ouais, complètement. C'est Ring, complètement. Mais du coup, je me dis, ça se trouve, Koji Suzuki, il s'est inspiré de ça. Non. En vrai, le poème, il a l'air bien. En vrai, le poème, il a l'air bien. Je le lirai. Il est très court, il est très court. Je vais pas vous le lire à haute voix parce que j'ai pas envie d'avoir un grave accident, d'accord? Je le lirai dans ma tête. Il faut pimenter. Lis-le, faut pimenter sa vie. Bah vas-y, lis-le toi, l'autre. Oh, c'est bon, Bon, cela dit, j'ai vu plein de fois la vidéo maudite sans mourir, mais bon quand même. On sait jamais. C'est vrai que tu m'as fait dormir dans une maison hantée, c'est vrai. On n'est plus à ça près. Peut-être ça va conjurer. Faudrait que je le lise. Faudrait que j'aille dans la maison de mon père, du coup, et que je lise le poème à haute voix. Peut-être ça va faire... ça va faire moins par moins. En fait, ça va annuler le truc. Ça va tout annuler. Je sais pas. Bon, bref, voilà. J'aime bien cette histoire. Voilà. Il y a que les Japonais pour inventer des trucs. Des malédictions comme ça. Enfin non, en vrai non, il y en a eu plein des malédictions dans l'histoire, mais c'est tellement typiquement japonais, je trouve, je sais pas. Bref, bon, peut-être pas, je dis ça peut-être parce que ça me fait penser à Ring en vrai. Voilà. Et d'ailleurs il y a un manga, je suis pas allée me renseigner plus précisément, mais je pense que c'est inspiré de ce poème. Il y a un manga qui s'appelle Tomino la maudite, et je pense que parce que Tomino c'est quand même pas un prénom super courant, même si là c'est un garçon. Je pense que c'est lié à ça, et ça a l'air d'être un manga horrifique à la Junji Ito, donc je vais me pencher sur le sujet. Voilà. Donc voilà pour l'enfer de Tomino. Et le tout dernier, alors là, bon, j'étais... Voilà, je ne pouvais pas ne pas le mettre, parce que c'est quand même le livre qui rassemble la particularité d'avoir été censuré, interdit, perdu... maudit, tout ce que vous voulez. Voilà, alors lui c'est la totale. C'est évidemment donc les 120 journées de Sodome du marquis de Sade, qu'il a écrit, rappel ou pas d'ailleurs, peut-être je vous l'apprends, mais il a écrit pendant qu'il était en prison à la Bastille, donc pendant la Révolution, enfin juste avant la Révolution, on est en 1785. Et en fait, c'est marrant parce que voilà, ce qui s'est passé, c'est que au début, il a écrit une version inachevée. Et d'ailleurs, même elle est toujours inachevée en fait, parce que en fait, il a perdu la version. Il a perdu il a perdu cette version inachevée en 1789, donc au moment de la Révolution. Elle a disparu parce qu'en fait elle a été volée.
En réalité, elle a été volée, elle a été ensuite revendue à prix d'or, etc. Et donc finalement, elle est sortie telle quelle comme ça, alors que l'auteur ne l'avait pas achevée. Et en fait, il l'aurait achevée s'il ne l'avait pas perdue. C'est quand même un truc assez ironique. Je pense que c'est une histoire, c'est une anecdote assez intéressante, je trouve, hein, vraiment. Et tout ça, j'allais dire tout ça à cause de la Révolution. Bon, en vrai, Révolution ou les 120 journées de Sodome, j'ai envie de dire le choix est vite fait en réalité, hein. Après j'ai pas lu le livre, mais comment vous dire que bon, je suis pas sûre d'avoir très envie. C'est quand même un livre qui raconte des actes horribles. Alors on est certes dans un livre pornographique, mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas tant un problème que le fait qu'il y ait énormément de torture en tout genre. C'est vraiment le principe du livre, c'est de suivre des tortures, hein, voilà. Pour le coup, c'est littéralement du torture porn. mais voilà. Et donc ouais, en fait, il a été évidemment longuement censuré, interdit, tout ce que vous voulez, parce que c'était un livre hautement scandaleux. Mais avant, voilà, mais il a tardé à être édité, tout simplement parce que il avait été perdu et volé. En fait, voilà. Parce que ce qui s'est passé, alors, est-ce qu'on peut, ouais, on va vous dire. Alors, c'est très rigolo aussi parce que en fait, il avait caché son manuscrit. En fait, il a commencé, ouais, c'est ça, il a commencé en 1785. Et il l'avait caché dans un espèce de rouleau de cuir, en fait. Il disait que qu'il avait caché dans des godemichés. Bon, bref. Voilà, c'est typique du marquis de Sade, quoi. Et le truc, c'est que, bah, évidemment, il y a eu la révolution de 1789. En fait, il y a eu la prise de la Bastille et le marquis de Sade a été enlevé et transféré à l'hospice, dans un hospice, en fait. Et du coup, il a dû abandonner en prison toutes ses affaires personnelles et notamment le manuscrit. Et le truc, c'est que le manuscrit, il a été retrouvé et il a été récupéré. Voilà. On peut dire volé parce qu'au final, il savait très bien à qui c'était, hein, mais voilà, il a été récupéré et il a été vendu très 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 cher. À la fin, voilà. Il n'a pas été vendu de suite, le gars a entendu la fin du 19e siècle, il a été revendu à un psychiatre, on dit, voilà. Et donc, il va être publié en 1904. Voilà, donc plus de 100 ans plus tard. Et en plus, il s'est approprié le truc, le gars. Hein. Le gars s'est approprié le manuscrit, quoi. Donc, il a publié sous un pseudonyme. Donc, c'était le psychiatre, il s'appelle... Ivan Bloch, et il a, ou Bloch, je sais pas, et il a publié sous le pseudonyme de Eugène Duren, donc en français, voilà, alors qu'il n'était pas français, hein, il était allemand, donc oui, déjà c'est un peu louche, hein, j'ai envie de dire. Et du coup, je vous raconte un peu l'histoire, hein, pardon, en 1929, ce manuscrit va être racheté par un mec, on ne sait pas qui c'est, qui a été mandaté par un couple de mécènes. Donc il va racheter le manuscrit, il va le publier donc dans les années 30, en 3 grands volumes, on dit, limité aux bibliophiles souscripteurs pour éviter la censure. Voilà, donc c'était vraiment dans un petit... dans une niche, quoi, hein, globalement. Et ensuite, en 1982, le manuscrit va être volé de nouveau. C'est un truc de fou, l'histoire de ce livre, quoi, en fait. Hein. À une descendante, on nous dit, du vicomte de Noailles, qui l'a donc exporté illégalement de France et vendu à Genève. Donc, à un collectionneur de livres rares, principalement érotiques, bah, ça tombait bien. Et alors, on nous dit qu'il va être exposé pour la première fois en 2004 à la fondation Martin Bodmer près de Genève, mais entre-temps, il s'est passé des choses quand même. En 1990, la France
parce que bon, ils sont gentils les Allemands et les Suisses là, calmez-vous, hein. Le mec, l'auteur il est français à la base. La France va estimer que le manuscrit a été volé, ce qui est vrai, hein, et qu'il doit être restitué à la famille de Noailles. Alors bon, déjà de base, c'était pas non plus à eux, mais bon. Voilà, et du coup, donc c'est en mai 98 que le tribunal fédéral helvétique va estimer que notre gars là, qu'il a acquis, comment il s'appelle là, Nordman, c'est le collectionneur de livres, voilà, qu'il a acquis légalement, mais les héritiers du gars vont quand même décider de le revendre. Bon, voilà, c'était un gros bordel. Et en 2014, on a un gars qui s'appelle Gérard Lhéritier qui va acquérir le rouleau pour 7 millions d'euros, bah oui, tu m'étonnes, avant de le revendre à des investisseurs de son fonds de placement pour 12,5 millions d'euros. Putain, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment... Et donc, le manuscrit va devenir l'un des 3 plus chers conservés en France, assuré pour une valeur de 12 millions d'euros. Mais vous vous rendez compte quand même, le machin, quoi. Le mec, il a écrit ça. Alors, en plus, il a écrit un truc... Pardon, mais voilà, il a écrit un truc porno... comment dire... super glauque, quoi, hein, horrible, quoi. Et il a écrit en prison, il a pas fini, il a été chouré parce qu'on l'a déporté dans un hospice, là. Il a été revendu 15 fois. Tout ça, et donc... C'est pas fini, attendez, c'est pas fini. Attendez. Donc la société de placement là, de Gérard Lhéritier, c'est marrant, ça s'invente pas comme nom, Gérard Lhéritier quand même, va être mise en liquidation en 2015 à la suite d'un examen judiciaire pour escroquerie. Et le fameux rouleau va entrer alors dans un no man's land judiciaire. Il va rester dans un entrepôt, voilà, le temps que tout soit inventorié en fait, hein, voilà. 135 000 documents sont concernés, putain, c'est un truc de fou, quoi. En juin 2016, donc le sort du rouleau est encore incertain, on nous dit. Et en 2017, il y a eu une vente aux enchères. Et donc le manuscrit de Sade est alors annoncé comme l'un des lots les plus importants. Bah, tu m'étonnes. Mais finalement, il n'a pas été vendu. Il va être récupéré et classé comme trésor national par la ministre de la Culture à l'époque, Françoise Nyssen. Et retiré... Putain, vous vous rendez compte, c'est récent quand même, 2017 les gars. Et c'est pas fini encore. Retiré de la vente en même temps que les manuscrits des premiers et deuxièmes manifestes de surréalisme d'André Breton. Anecdote au passage. Et donc le rouleau va être acquis par l'État français en 2021 afin d'être confié à la garde de la Bibliothèque nationale de France grâce à une importante action de mécénat. Et donc il a rejoint les archives de la Bastille à la bibliothèque de l'Arsenal et il fait l'objet d'une restauration. Voilà. Alors vous allez me dire au milieu, mais comment il a été édité ? Pas tout ça, mais là on parle d'un rouleau. Bon, évidemment, alors... ils le disent pas là en fait, ouais c'est vrai, ils le disent pas comment il a été édité, mais bon on peut deviner que entre temps, comme il est passé de main en main, il y a quelqu'un qui a reproduit j'imagine le texte et après ben suite au fait qu'il soit passé au comment merde putain, je déteste avoir des trous comme ça, dans le domaine public, merci moi. Voilà, une fois qu'il est passé dans le domaine public, bon bah n'importe qui peut l'éditer quoi, tout simplement. Mais le manuscrit vraiment original, ce fameux rouleau Godemiché là, c'est vraiment ça. Bah voilà, ça y est, il a sa place dans un musée, ce qui n'est pas plus mal. Hein. C'est terrible, hein. Voilà, donc lui, il a eu une aventure et puis bon, évidemment. Après, il a fait scandale à chaque fois qu'il a été édité quelque part. Hein. Ça, on le sait. Il a eu une adaptation au cinéma aussi, qui d'ailleurs par un réalisateur qui a été assassiné. Comme quoi, il y a un peu un truc maudit aussi avec ce livre. Hein. Voilà. Voilà. Pour cette histoire. Et puis, c'est le dernier livre
et j'en ai fini avec, ça aura duré quand même plus d'1 heure. J'en ai fini avec cet iceberg. Bon, désolé, alors c'est une première, donc c'était très, comment dire, très hésitant. Voilà, je suis désolée. Voilà, c'est très compliqué. Vous savez que moi je suis pas très à l'aise avec les trucs scriptés et tout, donc je vous fais ça un petit peu en direct. Même si j'ai bien sûr récolté les informations avant, il y a toujours une partie où j'essaye de rassembler le truc pour que ça soit voilà. Je ne scripte rien, moi, sachez-le, je ne scripte rien. C'est pas forcément agréable, je sais, parce que j'ai beaucoup d'hésitation, j'ai beaucoup de cafouillage, etc. Mais voilà, c'est une première. Et en fait, le truc, c'est que ça représentait... Ah, merci, c'est gentil. Ça représentait plus de travail que ce que j'imaginais, en fait. J'avoue que moi, à la base, je comptais tout simplement vous dire, bon, bah voilà, y a des livres qui ont été interdits pour telle ou telle raison, et je pensais faire des raisons de plus en plus sombres, etc. Au final, j'ai pas fait mon plan comme j'aurais voulu, j'en ai décidé autrement, et ça a été un peu plus compliqué que prévu. Bon, voilà. Merci, c'est gentil. Bon, j'espère que comme moi, vous avez appris des trucs, parce que clairement, j'ai appris des trucs en faisant ça, donc c'est bien, ça fait des trucs pour parler dans les dîners avec des amis. Est-ce que tu savais que les 120 journées de Sodome, le manuscrit s'est baladé pendant des siècles, bah presque, hein, finalement, pendant 1 siècle et demi, quoi, hein, 2 siècles et demi. Ouais, 2 siècles et demi. Donc ouais. Des trucs pour paraître moins blonde, on va dire ça. Non, on a dit ça suffit avec les blondes maintenant. On a dit ça suffit de dénigrer les blondes. J'ai ressenti le truc au resto ce week-end. J'avoue. Bon, après, en vrai, voilà, moi je vous ai fait un peu les grandes longueurs, un peu, voilà, un peu approximatif. N'hésitez pas à aller voir sur Wikipédia, notamment la plupart des infos viennent de Wikipédia, mais pas que, et j'ai aussi été sur certains sites, notamment l'enfer de Tomino, c'est pas sur Wikipédia. Il y en a d'autres aussi, c'était pas sur Wikipédia. Mais la plupart, c'est quand même, c'est quand même très bien renseigné sur Wikipédia. Voilà, si vous voulez un peu prendre plus de détails. Ouais. Donc voilà, bon, je vais laisser YouTube. Alors YouTube, on se retrouve pour... Bon, déjà, j'espère que... J'allais dire, dites-moi en commentaire, mais tu lis pas les commentaires, meuf. Ça sert à quoi qu'on t'écrive des commentaires, tu les lis pas? Oui, je sais, je vous jure que je vais les lire un jour. Putain, alors il va falloir vraiment que je me rattrape là, hein. C'est chaud, hein, parce que là, les gens, ils vont plus jamais écrire de commentaires, rien à carrer. Tu les lis pas. Mais j'espère en tout cas que vous avez aimé ce nouveau concept. Voilà, j'en ferai d'autres. J'ai dit que j'allais faire, je sais plus si j'ai dit pendant l'enregistrement ou avant, mais je ferai notamment les auteurs problématiques, en commençant donc par les auteurs dont la problématique est relativement soft, on va dire, pour finir par les tueurs, les violeurs, voilà. Youpi, ça va être encore très joyeux tout ça, et ça sera peut-être pas forcément le prochain que je ferai, j'ai d'autres idées en tête aussi, mais voilà, ça va nécessiter un petit peu de travail. Alors, moi qui m'étais dit, bon, maintenant tu t'infliges plus de travail pour préparer tes lives, ça suffit. Ouais, mais en même temps, c'est quand même un peu intéressant pour moi aussi, donc voilà. J'essaierai de faire quand même au plus simple, on va pas se mentir. Voilà, et sur ce, bon, j'espère que vous aurez compris le principe de l'iceberg. Puisque là pour le coup, c'était un peu des deux. C'était à la fois dark, parce qu'on a fini donc avec les livres vraiment maudits, tout ça là.
et en même temps les trucs, les histoires les moins connues sur la fin, quoi. Voilà, je suis partie des trucs les plus connus pour finir par le moins connu. C'est quoi, redit? Voilà, donc merci YouTube, on va laisser YouTube. On se retrouve donc pour un bilan lecture. Voilà, que vous aurez lundi, normalement, si tout va bien, si j'oublie pas, parce que lundi je suis en congé, donc que j'oublie. Mais en tout cas, moi je le tournerai dimanche soir. Et en attendant, ben, profitez bien de votre week-end, tout ça, tout ça. Des bisous. Ciao, ciao, miaou.